radio, sur le net aussi. Alors, les gens nous invitent pour parler finalement. Le but de nos conférences, de nos émissions à la radio et télévision, c'est de contrer les arguments de l'évolution. Vous savez que l'évolution aujourd'hui, c'est en vogue. Dans toutes nos écoles, les jeunes entendent parler seulement de l'évolution. Alors, nous, on est là pour exposer l'autre côté de la médaille. OK? Donc, et on arrive avec des arguments solides en vue de contrer, évidemment, les arguments de l'évolution. En fait, en d'autres mots, en guillemets, on démolit l'évolution. Si je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur le net, donc www.harmonie sciences et foi. À la télévision aussi, il est écrit avec Rémi Ballet. Alors, on est un petit peu partout et il y a des demandes pour ça. Donc, on est content de faire partie de ce groupe-là pour essayer d'exposer l'autre côté de la médaille que les gens, malheureusement, ne voient pas dans les écoles, que les jeunes sont un peu aux prises avec l'évolution. Alors, sans plus tarder, donc, je vais céder la parole au conférencier du jour, donc Daniel. Et je vous souhaite une très belle conférence pour tout le monde. Et il va y avoir encore une fois une période de questions à la fin. Et on va, dans la mesure du possible, répondre à toutes vos questions. Alors, bonne conférence à tous. C'est mon tour. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Good. J'aimerais nous rassurer réciproquement. Avez-vous fait votre sieste cet après-midi? Mais ce n'est pas grave, parce que si jamais ça vous tente, puis vous vous endormez, moi je vais m'efforcer de ne pas trop parler fort, là. C'est correct. Dans nos conférences, on a déjà vu ça, c'est correct. Des fois, les sujets sont tellement ardus là, que les gens finissent par... Oui. Autre chose, avez-vous déjà pensé aujourd'hui à quelque chose de plaisant pour ventiler un peu là, parce que vous allez avoir l'occasion de le faire si jamais le sujet est trop rébarbatif. Puis, avant de commencer la conférence, j'aimerais vous donner une petite anecdote, juste une chose que probablement tout le bon Québécois se rappelle. La visite de Jean Charest en France, quand le président de la République lui dit Monsieur Charest, avez-vous, je ne prononce pas le mot, à terre? Puis ça a été un moment d'embarras épouvantable. Les journaux ont fait la une le lendemain, puis tout ça. Est-ce que vous vous rappelez l'incident? C'est une expression québécoise. Avez-vous la chose à terre? C'est quand on est trop fatigué. Alors, vu que le président n'a pas été bien informé, c'est ça qu'on critiquait. Parce que, bon, ce n'est pas la job du président de s'informer de toutes choses, mais si on lui fournit une information, c'est mieux de lui dire que c'est obscène. Aujourd'hui, on va parler d'obscénité, des gros mots, de la pensée. Okay. Ce sont des gros mots qui sont des obscénités dans le sens que c'est obscène, par exemple, d'avoir une formule sur l'écran qu'on ne connaît pas. Et le conférencier nous dit, voilà la formule, voilà ce qu'il représente, puis nous, on est perdu. C'est vraiment, c'est insultant pour l'intelligence de celui qui s'efforce, qui n'a pas tous les moyens. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire ce que les conseillers du président de la République fallait faire. Ça veut dire donner des outils pour comprendre la signification des mots. Alors, vous allez voir, on a l'habitude d'utiliser des mots, puis des fois, on connaît plus ou moins. On va essayer au moins quelques-uns pour nous équiper à ne pas se mettre en embarras. Moi, on m'a invité une fois de prêcher. Alors, j'ai lâché une expression typiquement québécoise sans savoir que c'est obscène. Alors, au moins, quand tu es dans l'église, c'est mieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire, les mots que tu emploies. Aujourd'hui, on nous véhicule des mots, puis des fois, on n'est pas tout à fait au courant des notions et de la portée des choses qu'elles contiennent. Fait qu'on va essayer plus ou moins d'accommoder tout le monde, parce que c'était ça la critique
Ils ont vu le texte, ils ont dit, ça fait peur au monde. Parce que, tiens, quand on voit la pensée théiste, c'est-tu la pensée autour de la thé, là? Non? On boit du thé, non? C'est pas ça? Non, dans le fond, théisme et l'athéisme sont des choses qui sont contraires les unes aux autres. Dans le fond, ce que l'un affirme, l'autre infirme et à l'envers. Donc, quand vous allez voir théisme, théiste, c'est l'opposé de l'athée. C'est clair? C'est pas compliqué. De toute façon, athéisme ou théisme, du point de vue philosophique, sont là. Du point de vue des concepts, pas de tout ce qui se trouve en arrière, du concept de base du théisme en athéisme, c'est vraiment là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va nous poser deux questions principales pour pouvoir comprendre ce qui se passe, dans le fond, dans l'histoire du monde académique. La première question, comment ça se fait qu'on s'est ramassé avec le matérialisme et le naturalisme dans le monde académique quand on sait très bien qu'on a eu une longue, un chemin de longue haleine de la pensée théiste dans le monde académique. Comment ça se fait que le matérialisme et le naturalisme sont arrivés là et s'ils sont le produit de l'époque moderne, comme on dit des fois? Est-ce que ça se peut qu'on se voit devant une chose qui insulte notre mémoire collective? Bon, ben on va passer plus loin. Qu'est-ce que c'est le matérialisme? Parce qu'on véhicule les mots, mais on a l'impression qu'on sait, mais des fois, c'est mieux de les clarifier. Alors, matérialisme et naturalisme sont deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles, même ils vont de pair la plupart du temps. Tout d'abord, le matérialisme veut dire que toute chose est composée de la matière, c'est quasiment un truisme, mais que tout phénomène est résultat d'interactions matérielles. Autrement dit, il n'y a rien d'autre chose que du matériel. Tout ce qui existe, dans le fond, c'est matériel. Matériel dans le sens que, bon, c'est fait des choses qui sont vraiment mesurables, palpables. Ce n'est pas plus que ça. Donc, l'athéisme est là, le matérialisme est un peu plus haut, parce qu'il vient de clarifier pour quelle raison l'athée est athée. Le matérialisme lui donne le pain et le couteau. Voilà pourquoi. Parce que tout est de la matière. Alors, le théisme veut dire qu'on a aussi de l'esprit. Le matérialisme dit, ah bon, il est où là? Je ne le vois pas. Parce que ce que je regarde ce qui est fait de matière. Alors, le naturalisme, il n'est pas là, il n'est pas là, il est là. On va voir pourquoi. Parce que tout d'abord, il dit le monde est une unité. Okay? Et qu'il n'y a pas de cause extérieure. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde est un facteur causal. Ça veut dire que tout ce qu'on a là est la cause de toute chose. Il n'y a pas de choses extérieures. Et parce qu'il n'y a pas de choses extérieures, on n'a pas besoin d'une chose surnaturelle. Parce que les causes sont déjà là. Oui, OK. Mais comment ça se fait que les choses sont de cette manière? Ben, là, il y a toute une pléiade d'arguments là, qu'on ne va pas passer tout à travers parce que de toute façon, notre but c'est d'aller un peu de l'autre côté, de voir comment ça se fait que la science véhicule certaines notions. Alors, parce qu'il n'y a pas de source, de cause naturelle ou une source naturelle pour ce qu'on a dans le monde, on n'a pas non plus besoin, on n'a pas non plus une source de connaissances surnaturelles. Parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas de surnaturel. Comment vous-tu que tu aies une source d'inspiration de quelque chose qui n'existait pas? Voyons donc. Un autre point de vue, c'est que, parce que, contrairement à ce que la révélation dit, ben, la vie est issue de la matière non vivante. Ici, on se donne la main avec le matérialisme. Alors, la vie est issue de la matière non vivante par un processus mécanique aveugle de transformation et d'organisation de cette matière. Donc, on voit ici, bon, on se donne la main avec le matérialisme, puis c'est pour ces raisons que
euh, on s'en va encore plus loin en disant que l'homme lui-même, vu que, qu'il n'y a pas de sources surnaturelles, l'homme lui-même est le produit de cet univers qui n'a pas d'autre justification que les causes naturelles qui l'ont amené à l'existence. Autrement dit, là, c'est tout à fait le contraire de ce que la révélation, peu importe laquelle, dit. Et parce que on a toute cette idée, on a on dit, dans le fond, on parle de quoi? On parle de la matière. Bon, la matière, on est capable de la mesurer, de faire des expériences. Oui, ça veut dire qu'on est capable de comprendre pas mal. Oui, ça ne doit pas être si sorcier que ça. Autre chose, c'est que on dit que le naturalisme penche pour l'utilitarisme et hédonisme. Rendez-vous sur Wikipédia parce qu'on n'a pas le temps. Mais l'utilitarisme, on sait bien que ça concerne ce qui est utile et hédonisme, fais-toi plaisir. Le reste, de toute façon, on s'en va. On va tous passer au recyclage tantôt. Fait que carpe diem, vis ta vie. La meilleure vision de la réalité est celle qui est donnée par la meilleure et la dernière science. Et avec ça, le naturalisme fait le corollaire. Vous voyez, l'athéisme dit simplement il n'y a pas de Dieu. Le matérialisme explique pour quelle raison dans 2 phrases. Le naturalisme. Alors, quand on dit l'athéisme est quelque chose de fort, le naturalisme est le papa de plus fort. C'est encore plus fort. Bon, donc, comment l'hégémonie de l'athéisme s'est-elle instaurée dans le monde académique occidental, vu qu'on a eu une histoire énorme en arrière? Mais qu'est-ce que ça veut dire hégémonie? Bon, hégémonie, pour que on va juste essayer d'apprendre un nouveau mot, là, vient du mot grec hégémon, qui veut dire commandant des chefs. Et pour ces raisons, le mot hégémonie comprend, donc quand on dit ça, ça veut dire domination sans partage, suprématie. Comment ça se fait qu'on a cette suprématie de l'athéisme dans le monde académique actuellement? Et c'est sûr que si on veut aller plus loin pour se donner l'air des savants, on dit hégémon à celui qui exerce l'hégémonie. Notre histoire commence avec quelqu'un qui a un drôle de nom. Il est sur notre passeport, ce nom. Hein? Il s'appelle Canada, pour de vrai. C'est une philosophie indienne qui a vécu, semble-t-il, autour des années 600, quoique il y en a qui disent que c'est 200. On ne se querelle pas là-dedans. C'est vieux. Et lui, parce qu'il y a eu un débat, ça veut dire, bon, la matière, c'est quoi la nature de la matière? Mettons si on a une roche, est-ce que c'est fait des parties qui sont indivisibles ou bien c'est une matière continue, peu importe combien tu essayes de couper ça? Voilà, bonne chance parce que ça va aller à l'infini. Et lui, parce qu'il était un penseur, il dit, OK, attends un peu, là, ça veut dire qu'on a l'infini. Dans un caillou, là, dans une roche, OK, tu as l'infini. Alors, pour la chaîne Himalaya, as-tu toujours de l'infini? Mais voyons donc, qu'est-ce que ça fait la différence de volume, mon homme? Comment ça se fait que l'infini est plus petit là-bas qu'ici? Ça ne marche pas, cette histoire. Il doit y avoir des unités indivisibles qui font la différence des volumes. Hein? Et c'est de cette manière que, bon, c'était une idée, mais qui a conquis le monde et a dit, mais ça a plus de sens. C'est pour ces raisons qu'il doit y avoir des unités de base. Ici, on a une petite photo. Probablement, vous connaissez de quoi il s'agit. C'est la première photo d'un atome. On voit le nuage d'électrons. Mais l'idée, c'est que il semble qu'il y a eu raison, le gars. Il semble qu'à la base, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intuitif qui a mené au fil du temps à la découverte que oui, Canada, il avait raison. Canada, on est fort, hein? Parce que les Grecs, ils avaient des bonnes relations commerciales avec un peu
un peu tout le monde, il y avait un empire maritime extraordinaire, ils faisaient du commerce, ils en allaient jusqu'à l'Inde. Parce qu'on troquait toutes choses des choses, on a attrapé aussi la bibite qu'on appelle l'atomisme. L'atomisme, qu'on a vu tout à l'heure, a été pour la première fois prise par le CIP, c'est un philosophe qui a eu ce monsieur Démocrite, qui est une grande figure. C'est toute une figure, hein, ce gars. Puis eux autres, ils ont formulé de manière plus à la grecque, hein, plus académique, la notion d'atomisme. Et Lucrèce, qui est un grand poète, ça veut dire que si jamais on a l'occasion de lire son œuvre, c'est quelque chose. Mais en même temps, lui, là, il était tellement désabusé de cette idée que la matière est tout ce qu'on a, que bon, des fois, il pétait des coches, hein, surtout par rapport à la religion, à des prêtres, parce qu'il avait des prêtres, lui, bon, des prêtres païens, mais des religions pareilles, il pétait des coches. Il semble-t-il qu'il a fini par se suicider, mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout à fait un personnage important du savoir universel. Tout a commencé avec Démocrite, qui était un peu le bulldog de l'athéisme dans le monde moderne. L'atomisme veut dire quoi? Ben, c'est qu'à la base, on a des éléments fondamentaux qui sont insécables. Ça, c'est un gros mot. Écoute, Daniel, lâche-nous avec ces termes. Hein. Insécable, ça veut dire qu'on ne peut plus le couper. C'est sûr que l'atome d'aujourd'hui, on le coupe pas mal, mais ça, c'est autre chose. Il dit le monde est à la base formé des choses qu'on ne peut plus le couper. Ce sont des éléments fondamentaux et qu'ils sont invisibles et qu'ils sont tous de la même substance. Et avec ce genre de trucs, on est capable, par des changements, par des combinaisons, de faire toutes les choses qui existent dans la matière. Okay? Tous les changements qui existent sont dus à ces petits personnages qu'on ne le voit pas, très sympathiques. Mais comment quelque chose qui est invisible et sympathique? C'est beau. Donc, on disait tout à l'heure on parlait de matérialisme. Est-ce que trouvez-vous que ça ressemble un peu à ce que les atomistes disaient? Qu'est-ce qu'ils disaient dans le fond? Bon, et tout est fait un peu de la matière et un peu le résultat des petites choses. Alors, toute chose est composée de la matière. Peut-être que je force un peu la note, mais moi, je vois beaucoup de similitudes. C'est le début du matérialisme. C'est sûr que c'était un matérialisme un peu différent, on va voir, mais finalement, ça nous vient de là. Oups, c'est pas lui, c'est lui. C'est l'Einstein du monde académique antique. C'est le fameux Aristote à qui on doit les premiers débuts de la méthode scientifique. C'est sûr qu'on lui doit autant d'autres choses qu'on n'aimerait pas l'avoir comme héritage, mais bon, c'est ça. Lui, il a regardé un peu l'atomisme, il a dit, il s'est souvenu qu'avant, on avait une autre doctrine sur le monde. Là. Il disait, ben non, anciennement, on disait qu'on a 4 éléments. À ces 4 éléments qui veut dire feu, air, eau et terre, s'ajoute, selon lui, une autre. Et il s'agit bien des choses qui composent, par exemple, le ciel. On a du ciel qui est clair, tu ne vois pas des brouillards, c'est ça l'éther, il disait. Et cet éther constitue la matière dont les dieux sont fabriqués. Votre âme il y en avait qui disaient ça, il y en avait qui avaient une autre idée, mais votre âme est fabriquée par l'éther. L'éther, c'est formidable. La matière, cette matière qui est composée des 4 éléments fondamentaux, qui on les mélange, ça donne tout ce qu'on voit là. Ils ont tout d'abord une nature continue et le fait qu'ils sont capables de s'échanger, c'est dû à leur propriété. Oubliez cette histoire de l'atomisme et les scientifiques modernes. Non, mais il faut revenir un peu à la vieille tradition. Voyons. Et sur quoi est-ce qu'ils se basent?
Comment ça se fait que eux ils disent pour que les changements arrivent avec ces petites, c'est ça que les atomistes disaient, pour que les changements arrivent, il doit y avoir du mouvement. Pour avoir du mouvement, il faut y avoir de place. Pour avoir de place, ça prend du vide. Je dis, non, ça prend du vide. Hein. OK, on a eu des débats sur la question du vide. Il dit, bon, mettons qu'on a deux verres à moitié plein, l'un à moitié plein avec du sable, l'autre avec de l'eau. C'est un expériment suggéré par notre ami Michel pour illustrer un peu ce que ça veut dire. Bon, si on met de l'eau dans le sable, qu'est-ce qui va, de quoi ça va avoir l'air s'il y a ou non de vide dans la matière? Est-ce que, parce qu'on a deux moitiés de verre, est-ce que ça va être plein ou pas tout à fait plein? Alors, on pose la question à Démocrite. Démocrite dit, ben, ça va avoir l'air de ça, parce que dans le sable, il y a du vide. OK. Ça veut dire que dans la matière, il y a du vide, mon Démocrite. OK. Et toi, Aristote, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est un dialogue, il n'y a jamais eu ce dialogue parce qu'il est dans des temps différents. Ben, ça va avoir l'air de ça parce qu'il n'y a pas de vie dans la matière. Qui a eu raison? Démocrite ou Aristote? Qui a raison? Si on met dans une moitié de verre, si on met de l'eau, est-ce que c'est Démocrite qui a raison ou c'est Aristote? C'est Démocrite. Alors, Aristote, tu vois, depuis le début, tu n'as pas raison. Mais Aristote dit, je n'ai pas fini avec toi. Tu dis que dans la matière, il y a du vide. Intéressant. Alors, bon, on prend une moitié de verre d'eau, là. Tu dis qu'ici, il y a du vide, là, dans l'eau, là. Alors, on va aller faire une expérience. Es-tu d'accord, mon Démocrite? Oh, oui, 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 toujours. Alors, on a Démocrite, on a Aristote. Est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a du vide dans l'eau? Oups. Là, Démocrite commence à chauffer. Là. Comment est-ce qu'il va démontrer ça? Bon, on prend deux moitiés de verre, là. On va faire la même chose. Alors, on pose la question. Démocrite, de quoi ça va avoir l'air, ton verre d'eau, à la fin? De ça ou de ça? Vous comprenez? S'il y a du vide, c'est le même principe avec du sable. Tu les mélanges, il faut y avoir quand même, il faut qu'ils s'entassent. À la fin, là, tu ne peux pas avoir la même quantité, selon la conception de Démocrite. Démocrite vient de se faire battre avec ses propres arguments sur le sable, parce qu'on a assimilé un peu la matière avec le sable. Est-ce qu'on peut comprimer de l'eau pour démontrer qu'il y a du vide à l'intérieur? C'est incompressible. Donc, tu ne peux pas démontrer qu'il y a du vide dans l'eau avec les moyens qu'on avait à cette date. Mais là, on sait présentement que l'atome a l'air d'un système planétaire où il y a énormément d'espace. Mais Démocrite, il n'était pas capable de démontrer ça. Même s'il avait la bonne théorie. Parce qu'il n'était pas capable de démontrer, parce que la nature n'a pas de bon sens. Hein, tellement il y a des choses qu'on ne comprend pas à un moment donné. Là, ben là il a perdu la joute. Sur la question du vide dans la matière, il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de réponse non plus en ce qui concerne son affirmation. Bon, pour avoir des changements dans la matière composée d'atomes, il faut avoir du mouvement. Parce que c'est comme ça que par des interactions aléatoires que toutes ces formes. Il dit, ça bouge, hein? Oui. Selon quelle loi ça bouge tes affaires? Dites-nous, là. Parce que nous, on sait très bien que la matière subit des lois du mouvement. Si tu as des mouvements à ne plus finir dans la matière, là, montrez-nous ces lois. Là, on a aujourd'hui les lois, bon, la mécanique quantique, mais la mécanique quantique, là, c'était pas le jour de Démocrite. Vous comprenez ce que je dis? Il n'avait pas de moyens à expliquer pour quelle raison sa théorie, qu'on sait aujourd'hui que c'est vrai, était vraie à ce moment-là. Alors, la matière est plutôt un repos, mon Démocrite. Ça ne bouge pas trop. Là. Si tu le laisses, tu ne le bouges pas. Là. Si ce n'est pas la gravité qui le fait bouger, là, à un moment donné, ça tombe. Okay? Ça finit. Là. Donc, tu dis que ça bouge tout le temps. Mais ça ne bouge pas tout le temps. Alors, il y avait autre chose que Démocrite disait là, qui n'avait aucun bon sens.
Alors, imaginez, vous avez le Panthéon sur la colline là, et vous dites que les dieux sont faits d'atomes et qu'il ne faut pas craindre les dieux. Voyons donc, tu fais pas ça. C'est de l'impiété. Alors, nous, on ne veut pas trop avoir à faire avec des philosophes qui ont de telles attitudes envers les divinités. Alors, dans le fond, Démocrite, avec son épicurianisme, qu'est-ce qu'il... l'épicurianisme, Épicure, il a vécu un peu plus tard. Mais le début d'épicurianisme commence avec Démocrite, qui, dans le fond, propose une gestion des plaisirs. On ne rentre pas dans les détails sur les cours de philo. Vous pouvez voir, écouter sur YouTube des très bons exposés. Moi, j'ai pris le temps parce que ça m'a intéressé comment Démocrite voyait la vie, là, une gestion des plaisirs. Tout d'abord, il ne faut pas aller de cette manière avec la divinité. La divinité, saviez-vous, le mot théoria, vient de théos, qui veut dire Dieu. Théoria veut dire la contemplation que Dieu fait sur lui-même ou la contemplation de nous par rapport à la divinité. Il faut contempler tout ça. Car c'est beau. C'est beau ce qu'on voit, c'est formidable. Comment tu dis qu'il ne faut pas craindre les dieux? Ben, tu ne crains pas, au moins contemple ce qu'ils nous ont fait. Puis en plus, il faut vivre en harmonie. Puis tu sais quoi, Démocrite, avec ta gagne de vurien, avec ton attitude sceptique, nous, on veut quelque chose qui est vraiment... Il faut que la philosophie a quelque chose qui a de l'allure. Ça prend un peu une petite gagne là, entre nous autres, un peu d'élitisme quand même. L'autre disait, ben là, c'est pour tout le monde. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est la gauche et la droite de la pensée de toutes sortes. La gang qui disent, on s'en fout des dieux, il faut avoir quand même un bon équilibre dans la vie, je veux gestionner les plaisirs, mais c'est tout, mon homme. Parce qu'après ça, tu t'es défait à un petit morceau, puis c'est tout. Puis, regarde, on est tous pareils, il ne faut pas faire la bouche fine avec le copain d'à côté, c'est correct. Puis, dans la vie, là, on nous balance des affaires, regarde. Mais non, nous, on ne veut pas ça, nous autres. Parce que nous, on est fins. On est philosophe. On n'est pas comme les gars qui vendent du poisson, là, on est quelqu'un. Fait que, de tous les points de vue, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la gauche et la droite. Mais si on fait un petit recul, puis on les regarde aller, ils sont tous dans le champ. Mais bon, ça c'est une autre discussion. L'aristotélisme venait dans le même paquet avec le géocentrisme. Ça c'est un gros mot. C'est un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Géo, vient, ça veut dire terre. Centrisme, ça veut dire que Géa, la terre, est dans le milieu. Et tout le reste tourne autour. Comment ça? Ben, regarde un peu le ciel. Tout tourne. Hein? OK. Mais Aristarque descend moins, c'est parce que je vais vous expliquer pour quelle raison il fait cette affirmation. Le soleil est plutôt dans le centre de l'univers. Parce que lui, ce qu'il a fait, il a regardé un peu les étoiles dites errantes. Il ne savait pas que ça s'appelle des planètes. Il dit, mais ce sont des étoiles qui, tout le monde savait qu'il y a des étoiles qui sont fixes, qui sont en arrière, ils ne bougent pas. Il y a des étoiles qui bougent, qu'on les appelle errants, des vagabonds. Puis lui, il a regardé, puis il trouvait que ça n'avait pas de sens, parce que si tu regardais d'un jour à un autre, ça faisait des petits pirouettes. Regarde, ça ne marche pas. Là. Si ça tourne tous en cercle, comme l'Aristotélis dit, il faut qu'il y ait une autre explication pour. Alors lui, il dit, non, c'est plutôt, parce qu'on a du recul apparent des astres errants, c'est plutôt le soleil qui est en milieu. Nous, on tourne autour de nous-mêmes, puis on fait un tour du soleil, et c'est à cause de ça qu'on voit cette affaire qui n'ont pas de sens, là, qui tourne de manière un peu chaotique sur le ciel. Là. Ça explique mieux du point de vue mathématique, en tout cas.